Juge d'instruction, c'est le chef. Le chef, c'est qui? C'est moi. Pas compliqué. D'accord? La mort ne me fait pas peur. C'est des gens normaux qui tuent, genre physiquement. Au fond, ça aurait pu être vous. Il ouvre le congélateur avec 2 cadavres, tête bêche. La vieille dame était dans le frigo du dessus. Enfin, elle était morte. On a emmené le bloc de glace à la morgue et on a attendu 48 heures. Ça décongèle. Et quand il vient de tuer sa femme, vous n'êtes pas plus dur avec lui Moi, je la connaissais pas, sa femme. On a essayé de mettre le feu, c'est ça? À votre bureau? Non, on n'a pas essayé. On a mis le feu. Ça, c'était un chouette moment, hein. Vous êtes complètement ravagé, hein. Qui, moi? Mais oui. Parfois, vous trouviez normal que des gens tuent d'autres? Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Anne Gruet, qui est juge d'instruction, qui a participé pendant près de 30 ans à l'émission Striptease. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on suivait des inconnus. Elle va nous raconter toutes les affaires qu'elle a vécues en Belgique, avec notamment la découverte de 3 femmes dans un congélateur d'un restaurant familial. Elle va nous raconter toutes ces histoires-là. C'est assez incroyable. Elle parle très rarement en interview. Et avant de commencer, je voulais remercier notre partenaire, c'est S'Investir de Mathieu Louvet, qui est un cabinet de conseil en investissement qui permet de donner donc des conseils, mais qui est aussi une chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos sur comment gérer son argent et aussi des formations. Il explique aussi comment, si on reçoit ou si on lègue un héritage, comment faire pour que ça se passe au mieux, pour éviter de payer un maximum d'impôts, toujours dans la légalité, mais comment faire pour gérer au mieux tout son argent. Je vous mets dans la description le lien si vous voulez aller retrouver l'émission de Mathieu Louvet qu'on a reçu il y a quelques temps, justement, celui qui a créé S'Investir. Et je vous mets les liens pour directement retrouver le cabinet S'Investir dans la description. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanche sur Légende. On vous met 3 interviews documentaires. N'hésitez pas à vous abonner avant de commencer à notre chaîne YouTube si vous voulez bien, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et on est en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et Amazon Podcast. On vous met le son des interviews si vous nous écoutez en faisant du sport, en faisant autre chose, en travaillant ou dans le lit aussi. En tout cas, merci de faire de Légende le premier podcast de France. Et c'est parti avec Anne Gruet, la juge d'instruction qui était dans Striptease sur Légende. On y va. Bonjour, je suis Anne Gruet et j'ai très exactement le temps de vous raconter qui je suis, comment je pense et ce que sont 30 ans et 3 mois à l'instruction en Belgique où nous sommes à la fois enquêteurs et juges. Voilà, merci Anne, je vous reprends le clap. Oui. Anne, vous étiez juge d'instruction, vous avez fait 30 ans, 3 mois. Vous êtes toujours un peu juge d'instruction. On vous a découvert, si vous avez vu l'émission Striptease à l'époque, on suivait des gens sur le temps long, avec personne qui animait, il y avait juste une caméra qui était posée, qui suivait des profils. Et on vous a vu parfois malmener des gens qui étaient condamnés, vous les secouez un peu, c'était ça qui était drôle, un petit peu. Jamais personne. Jamais personne. Le secouement ne peut être qu'imaginaire. C'est les gens qui s'imaginent qui sont secoués. Anne, c'était juge d'instruction, vraiment, c'était un personnage voilà, qui a été très suivi pendant des années. On va revenir, qui est sur TikTok. Vous êtes sur TikTok? Oui, tout à fait. Il y a des morceaux de films qui sont sur TikTok. Et j'ai appris, parce que moi, personnellement, je ne regarde pas. C'est 69 ans aujourd'hui. On va parler de plein d'histoires. Non, depuis un mois. Depuis un mois? Bah, vous me dites 69 ans aujourd'hui. Non, depuis un mois. Vous avez retrouvé, on va en parler, 3 femmes congées dans les frigos d'un restaurant. Oui. Vous avez travaillé sur des féminicides, des crimes familiaux, comme celui d'une mère qui a tué un enfant. On va raconter un petit peu ces histoires, ces anecdotes, ces parcours de vie que vous avez croisés aussi, qui sont hyper durs et difficiles. Il y a eu un incendie volontaire dont vous avez été victime, vous n'avez jamais su qui c'était, on en parlera aussi tout à l'heure. Et vous avez tenté de résoudre, c'était assez récemment d'ailleurs, un cold case sur le meurtre de, je crois que c'était 2 prostituées dans les années 90 à l'époque. Vous nous raconterez, juste, vous avez été suivi, on en parlait avant, par l'émission Striptease, qui a été créée en 1985 à l'époque, Oui. qui s'est arrêtée en version télé après un peu plus tard, qui a continué en version documentaire aussi. Comment vous vous retrouvez avec des caméras de télévision? Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ça serait interdit en France de filmer quelqu'un qui est condamné, qui arrive devant sa juge d'instruction en mode émission de télé. Comment vous avez eu l'opportunité de participer à cette émission et comment ils ont eu le droit de filmer? Alors, c'est une longue histoire. Donc, en fait, la Belgique a pris l'habitude, à la fin des années 90, de stimuler le public par l'intermédiaire de la télévision pour obtenir des témoignages sur certaines affaires qui étaient des affaires anciennes ou qui étaient des affaires récentes, mais à propos desquelles on avait besoin de témoignages. Et j'ai eu d'ailleurs une affaire comme ça, fin des années 90, près de 2000, où on a
par cette émission, solliciter des témoignages qu'on a eu ou pas eu, mais enfin ça émoustillait les gens et ça éveillait leur intérêt. Et puis alors, donc, il y avait une porte d'entrée pour les caméras de télévision. Et c'est à ce moment-là que Jean Libon et Yves Vinan ont imaginé de demander aux autorités judiciaires, c'est-à-dire procureur général, procureur du roi, enfin de la République chez vous, président du tribunal et président de la cour d'appel, les autorisations nécessaires pour pouvoir filmer une enquête à l'instruction. Et donc ça s'appelle aujourd'hui Poulet frites, et c'est l'histoire d'une enquête qui a été menée, crevante. Je me souviens, c'était en 2002, 30 novembre 2002. C'était un samedi. J'étais à mon bureau, j'étais de service, j'étais un des targets possibles pour la télévision. Et on me téléphone vers 10 heures du matin pour me dire qu'il y a le cadavre d'une dame qui est égorgée. Égorgement, c'est le sourire kabyle, vous voyez à peu près ce que c'est, enfin qu'on appelle communément comme ça. Et donc cette dame était dans son appartement, et puis mais je vais pas vous dévoiler le film, vous avez qu'à regarder, hein. Et puis alors je suis arrivée, il faisait froid, il faisait moche, je suis arrivée. Mais là vous arrivez, c'est une vraie histoire, c'est-à-dire que pourquoi ça s'appelle Poulet frites, j'ai pas compris le rapport. Ah, d'accord. Non, donc, en fait, il en est sorti. Donc, la télévision, Striptease, a eu l'opportunité de filmer, la RTBF, je crois, je sais pas si c'était déjà Striptease, a eu l'occasion de filmer une enquête judiciaire. Oui. Les autorités judiciaires, c'est pas moi, ont marqué le raccord, et ça devait être une amie à moi, mais qui, elle, est partie de la justice. C'est retombé sur moi. Donc, pour autant que ce soit moi le juge d'instruction, on pouvait filmer l'enquête. Les pauvres, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. On pouvait filmer l'enquête. Et donc, je suis le 30 novembre 2002, on me téléphone pour dire qu'il y a une affaire de 107 rue du Trône. Voilà. Donc, une histoire vraie. Tout. C'est pas une émission de télé, c'est une affaire, c'est un vrai meurtre, quoi. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Moi, je passe pas mon temps devant la télévision à regarder des trucs que je connais dans la vie courante. Ça me paraît évident. Si c'est pour... Enfin, on voit pas ça. Vous avez déjà vu beaucoup de tailleurs sur mesure qui regardent comment on coupe des tissus à la télévision, vous? Donc on vous appelle, oui. On vous dit... On m'appelle et on me dit, voilà, il faut descendre. Les descentes de juges d'instruction étant souvent à l'étage. Un juge d'instruction, pour bien comprendre, excusez-moi, ça va aussi sur les scènes de crime, alors? Ça va certainement sur les scènes de crime. Ça va toujours. C'est pas que recevoir des gens dans un bureau. Non, mais c'est important parce que tout le monde ne connaît pas le métier de juge d'instruction. Non. Le métier de juge d'instruction en Belgique, c'est aller sur les scènes de crime, donc se retrouver là, regarder. Donc la première chose, enfin ça c'est moi. Donc là j'ai la dame qui est égorgée dans son appartement, un tout petit appartement. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait tout de suite une espèce de salon, salle à manger, chambre à coucher, à côté une espèce de salle de bain, cuisine. Donc c'était vraiment minuscule et ça sur plusieurs étages, d'accord. Elle gisait dans son sang parce que vous pensez bien qu'un égorgement, ça en jette partout. Dans le corps, vous avez 5 litres de sang, donc il y a 5 litres de sang au sol pratiquement. Vous mourrez. On se vide. Ah ben ça, excusez-moi, mais les fermiers me comprendront assez facilement. Et d'abord, on m'avertit à 10 heures du matin. Bien. Et puis donc à 10 heures du matin, je prends les premiers renseignements, mais on me dit il faut pas encore descendre parce que vous avez d'abord le laboratoire qui doit passer, le laboratoire de police technique et scientifique qui va forcément recueillir tous les indices qu'il y a moyen, et ils arrivent généralement avec le médecin légiste. Je crois que vous en connaissez un en Belgique. Philippe Boxeau. C'est le seul que vous connaissiez. Il y en a d'autres. Il y en avait d'autres. Et donc, le médecin légiste et le laboratoire de police technique scientifique descendent sur les lieux, l'un
pour voir l'état du cadavre, les autres pour recueillir les empreintes génétiques, les empreintes digitales et tout ce qu'il y a moyen, les fibres. Tous les indices, quoi. Tous les indices matériels qui sont étrangers à l'appartement dans son état normal et qui peuvent témoigner de la scène de crime. C'est une fille plutôt jeune qui a été égorgée. C'est quoi le profil? Le profil, c'est une dame qui a des enfants, qui a 2 enfants dont les dessins sont sur les murs, qui mène une vie un peu de bohème et un peu de rêve fantastique. Voilà. Avec ça, vous savez à peu près. Elle est mariée? Non, il y a un géniteur des enfants, bien sûr, mais dont elle est séparée. D'accord. Voilà. Alors, elle vit seule, là. Elle a bien un copain qui habite au-dessus, mais elle vit seule dans cette espèce de demi-appartement. Bien. Donc, elle est allongée, baignant dans son sang, comme on dit. Et puis, la première chose que vous faites quand vous arrivez sur les lieux d'un crime pour le juge d'instruction, qui va en fait tout gérer, c'est le juge d'instruction qui va recevoir l'ensemble des renseignements qui peuvent être donnés. Le boulot du médecin légiste, j'en profite pour le lui expliquer. Le boulot du médecin légiste, c'est très bien, mais il est très ciblé. Donc c'est l'état du cadavre, ce que le cadavre peut apporter comme renseignement, mais ce n'est pas la découverte du criminel. C'est éventuellement la reconstitution des gestes criminels par la suite, mais ce n'est pas, c'est un tout petit morceau de l'enquête. C'est l'élément central, finalement. Juge d'instruction, c'est le chef. Ouais, vous récupérez un peu. Le chef, c'est qui? C'est moi. Pas compliqué. D'accord? Et donc, tout le monde doit le savoir, et puis c'est tout, et tout le monde le sait. C'est à vous qu'on fait rapport. Donc, j'en suis à ma madame égorgée, je fais le tour de l'appartement, et puis, comme l'enseignait Frédéric Bomblette, je me penche sur le cadavre pour le faire mien. Et ça, c'est quelque chose de terriblement important. C'est-à-dire, vous devez avoir, à mon sens, un contact avec la personne décédée pour qu'il y ait un lien entre celui qui cherche, celui qui a fait ça, ou celle qui a fait ça. Donc, il faut regarder, il faut bien voir, et je la vois encore. Elle était touchée, il y avait une trace de semelle sur son corps, et c'était, il y a 23 ans, il faisait froid, et finalement, elle était belle. Elle était belle comme une madone qui est noyée dans le rouge. Voilà. Et donc, pendant la journée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis descendue au premier étage à 5 heures du soir, d'accord? Et je savais le crime depuis 10 heures du matin. Donc, à ce moment-là, on est en 2002, tous les computers d'analyse téléphonique n'existaient pas. Et moi, je recherche tout, je tourne autour de son GSM pendant des heures, du GSM de la madame. Et c'est grâce à l'analyse téléphonique qu'on a trouvé qui était l'auteur. C'était qui, alors? C'est un type qu'on n'a jamais retrouvé. On a trouvé qui c'était, mais lui, on l'a jamais retrouvé. Il s'est enfui? Oui. Incroyable. Il y en a beaucoup des gens qui s'enfuient, qu'on ne retrouve pas. Mais c'est-à-dire, forcément, pour les crimes qui n'ont pas de mobile particulier, là, effectivement, vous avez un risque que les gens s'enfuient. Pour les crimes qui ont un mobile ou qui sont intrafamiliaux, la personne reste d'habitude et essaye de maquiller le crime. Là, il n'y avait pas de mobile, là. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il était fou. Ah oui, ça, il y a un certain nombre de tapés qui courent, etc. C'était pas un ex-copain? Ça n'avait rien à voir? C'était son dealer de stupéfiants. Voilà. Et c'était un dealer de stupéfiants qui était en séjour illégal et qui cherchait manifestement à épouser quelqu'un pour pouvoir avoir et rester en Belgique. Voilà. Un mariage blanc? Oui, enfin là, ça a été un mariage rouge. Et jamais arrêté, du coup? Non, il a dû mourir quelque part, je sais pas, parce qu'il était pas bien. Elle était malade? Non? Oui. C'est ça?
Il avait une fiche de maladie, oui, oui, oui. Quelle était votre première affaire, vraiment votre premier cadavre où vous arrivez face à la mort pour la première fois? Non, je n'arrive pas face à la mort pour la première fois. Ça, c'est une chose, et c'est important à savoir parce que ça permet d'expliquer que je reste de marbre. Point terminé, la mort ne me fait pas peur. Depuis le début? Depuis le début, non, depuis toujours. Pas depuis le début de quoi? Depuis le début de votre carrière? Depuis toujours. Non, la mort ne me fait pas peur, mais depuis très longtemps. Et ici, je me suis retrouvée, elle était propre, hein, ça il faut bien le dire. Elle n'avait pas beaucoup saigné, et pour cause, elle avait été étranglée. Je vous explique. On m'invite à venir. Les policiers, ils savent que c'est mon premier cadavre, évidemment. Ils se frottent les mains. Ça t'as vu, tiens. Ils se frottent les mains, et donc, ce qu'ils font, comme ils font toujours avec un nouveau juge d'instruction, spécialement si c'est une femme, ils masquent le cadavre. Comme elle était sur son lit dans la pièce avant, ils ferment la porte de la pièce avant. Pour quand j'arrive, dans un geste terriblement galant, mais qui est une galanterie trompeuse, une salope de galanterie, ils m'ouvrent la porte pour que je sois nez à nez avec le cadavre. Ce qui se fait, parce que la pièce n'était pas très grande, etc. Je suis pas tombée dessus, mais presque. Bon, j'ai une fois marché sur un. Et puis alors, donc la madame était étendue. Je me souviens bien, c'est marrant, il y a longtemps, mais je me souviendrai toujours. Elle avait un petit ruban orange autour du cou qui l'avait étranglée, enfin avec lequel on l'avait étranglée. Qu'est-ce qui se passe en cas d'étranglement? La langue sort de la bouche, elle devient protruse, comme on dit, et en sortant de la bouche, elle emporte le dentier? Le dentier supérieur. Ouais. Et puis alors, on lui avait donné des coups de marteau sur le crâne pour faire bonne mesure, pour être sûr, mais bon, elle était morte au moment des coups de marteau, je vous rassure tout de suite, sinon on aurait eu des projections de sang partout. Et ça, bon, quand on reloue l'appartement, il faut les repeindre. Pourquoi la personne l'a tuée, cette dame? Il n'en pouvait plus. On peut comprendre, il y a un âge où on n'en peut plus. Il était sympa, hein, le monsieur. Mais c'est vrai, la madame, elle avait la maladie de Crohn. Si vous connaissez, c'est un rétrécissement intestinal qui fait à la fois souffrir et à la fois des problèmes. Et lui, il était tout mignon. Bon, là-dessus, je l'emmène, je le fous en tôle, forcément. Tout 70 ans qu'il est, bon, on ne tue pas. Bon. Il me met dans un sac. Alors, 3 pots de confiture, il ouvre les armoires, il vérifie le sucre, j'aurais besoin, comme quand vous partez en caravane quelque part, quoi. C'était pour mourir de rire, on a dû lui dire, arrête, tu pourras pas rentrer tout ça en Vous les ramenez? Ah ouais, mais donc vous étiez avec ce monsieur, donc oui. Donc c'était l'amant, du coup, de la femme? Le compagnon, hein. Le compagnon, il vivait avec elle, donc oui, c'est plus son amant, là. Oui. Elle n'avait pas de mari? Non. Donc c'est son chéri, quoi. Oui. Voilà. Et donc, quand vous l'arrêtez, il dit, c'est moi tout de suite, il essaye pas de... Là, c'est lui qui a téléphoné à la police pour dire, je viens de tuer madame. À telle adresse. Ça arrive. Il ressemblait à quoi, le monsieur? C'est des gens normaux qui tuent, genre physiquement, vous les voyez, ils ont... Au fond, ça aurait pu être vous. Évidemment que c'est des gens normaux, il était charmant, je me souviens. Il n'y a pas de tête de tueur, quoi, je veux dire, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de profil, Lombroso, vous connaissez Lombroso? Alors Lombroso, c'est celui qui, il y a 200 ans environ, a fait un tableau, le profil des profils de tueurs. Les images, donc, quand on a un front comme ça, des yeux comme ça, etc., Lombroso, Lombroso, vous pouvez aller regarder, ça n'existe pas. C'est des gens qui ont des têtes, par exemple, il y a une tête de gentil? Tout à fait. Attendez, est-ce que j'en ai? Il faudrait que je réfléchisse. Mais sauf erreur de ma part, je ne vois pas... J'en vois beaucoup devant moi des tueurs, mais je n'en vois pas, enfin des gens qui ont tué, mais je n'en vois pas comme ça qui a une tête de méchant. C'est fou. Qui a une tête où on se dit c'est une tête de tueur. Non. Donc lui, plutôt sympa, ça qui est fou. Un petit vieux, quoi. Petit vieux. Et donc il va dans sa... Vous lui dites, voilà, vous allez être... Il en avait marre, il l'a tué. Vous lui mettez des menottes ou même pas? Comme il s'est déclaré lui. Non, mais pas de menottes à des gens comme ça. Vous savez, j'ai déjà fait des reconstitutions sans menottes, hein, vous mettez pas... Je dis, vous bougez pas.
Et le type, il bouge pas. Hein. Et vous lui repassez un faux marteau dans la main pour les reconstitutions? Ah oui, ça, de toute façon, c'est des trucs en mousse. Hein. Ah. Ouais, et oh. Quand même. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est pas moi qui suis responsable. Moi, je lui donnerais un vrai marteau. Enfin, de toute façon, non, on va pas commencer si j'avais un marteau. Et donc, le monsieur vous explique, et donc, il vous suit en prison. Il sait qu'il va y aller. Mais oui. Mais les gens sont... C'est-à-dire, je représente à ce moment-là l'autorité. Donc, pas question de me tutoyer ou de me dire... non, je représente l'autorité. Je lui dis, vous faites, il fait. Et puis, on discute pas. Si vous voulez, je vous en raconte d'autres où je dis, vous faites, ils font, et on discute pas. Et là, il vous dit, je vais préparer ma valise pour partir. Au moment de la reconstitution, il prend un sac. Il avait déjà passé une dizaine de jours en prison, donc ne plus voir toutes les privations que ça supposait. Donc, le retour chez lui, il dit, je peux emmener quelques trucs? Ah ben, je dis, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, il sort de l'armoire, les pots de confiture, les pots de miel, les pots de sucre, le beurre, etc. Enfin, tout le petit nécessaire quand vous partez. Il doit être mort aujourd'hui, hein. Il y a 30 ans, il avait 70 ans. Et quand il vient de tuer sa femme, vous n'êtes pas plus dur avec lui Pourquoi? Quand ils ont fait quelque chose d'horrible comme ça, c'est pas difficile parfois de... Moi, je la connaissais pas, sa femme. Hein. Non mais... Ouais, ben, attendez... Est-ce que c'est pas dur quand vous voyez quelqu'un qui a tué un enfant, qui a tué des trucs comme ça, des jeunes ou qui peuvent vous toucher? Il y a des fois où vous devez pas avoir envie d'être sympa avec la personne. Non. Il n'y a pas des fois où je l'ai pas. Non, sympa, je ne suis pas. Correct, toujours. Ne jamais être incorrect ou mépriser quelqu'un, jamais. Et donc, aujourd'hui, donc je passe à 30 ans plus tard. Et je dis, aujourd'hui, je fais par exemple la maraude dans les rues, etc. Et donc, c'était mignon, parce que hier, je rencontre un ancien client qui vient à la soupe populaire. Un ancien client, c'est un ancien condamné? Oui. Et donc, il me dit, en tous les cas, vous avez toujours été correct avec moi. Correct et sympa. J'y tiens beaucoup. Alors, pour reprendre votre vie, votre parcours, oui. Votre papa était cardiologue. Oui. Un de vos arrière-grands-pères a été le dernier recteur francophone de l'université de Gand. Oui. Et un autre a été procureur du roi, donc venait d'un milieu plutôt, vous disiez, bourgeois, plutôt privilégié. Ma mère venait d'un milieu bourgeois plutôt privilégié, oui. Et vous dites, vous avez été une enfant sage, vous n'aviez pas le choix à l'époque. C'est éducation stricte, c'est important pour comprendre le parcours, si vous étiez dans une éducation plutôt carrée. Bourgeoise, catholique, un peu libertin, mais libertin avec un esprit peut-être un peu, mon père surtout, un esprit un peu différent, parce que quand vous côtoyez la mort des gens et un cardiologue, c'est pas un dermatologue. Le dermatologue, bon, il voit des mélanomes, etc., on est d'accord. Mais normalement, c'est principalement les rides et les taches de beauté. Un cardiologue, c'est dire... Et madame, là, on va la nourrir à la cuillère. À l'époque, nourrir à la cuillère voulait dire on ne sait plus rien faire, elle va mourir. Vous avez un rapport particulier avec les animaux? C'était un rat? Mais depuis toute petite, mon père, il avait, quand on était tout petit, on avait 6 ans ou un truc comme ça, mon père élevait des poussins dans l'appartement. Et alors, à 5 heures du soir, on ouvrait la cage et les poussins couraient partout pour se dégourdir les jambes. Et puis moi, j'ai eu un rat, mais j'ai eu plein d'autres trucs. Et j'ai eu un rat qui s'est appelé Craquinette et qu'on voit dans le film Ni juge ni soumise. Et donc, comme il est venu en pension chez moi pour les vacances. Et vous voyez comment ça se passe, hein, il est en pension chez moi pour les vacances. Et donc, comme vous en parliez, vous expliquez que vous l'avez fait euthanasier. Oui, j'ai pleuré comme une madeleine. Vous avez dit quelque chose d'assez fou. Oui. Vous avez dit, j'ai été plus touché par la mort de ce rat que par la mort de votre père. C'est pas touché n'est pas tout à fait vrai. J'ai plus pleuré sur ce rat que sur mon père. Pourquoi? Parce que le rat, c'est moi qui ai décidé de le faire euthanasier. Donc j'étais responsable de la mort du rat. C'est très difficile de faire euthanasier un animal ou un être humain qui n'est pas capable de s'exprimer. Au moment qui a beau avoir demandé qu'on est d'accord pour dire que c'est plus possible, etc.,
mais qui n'a pas pu communiquer son souhait. D'accord ? C'est beaucoup plus difficile. Enfin, j'ai un peu réfléchi sur la question après la mort du rat. Mon père est mort 8 ou 15 jours après, mais ça, c'était une fin de vie normale. Il avait 90 ans. On avait fait un opantou. Alors, un opantou en Belgique, c'est le fait d'ouvrir le corps et de le refermer en ayant constaté qu'on savait rien faire. Et en fait, ça vient du flamand open and to, ouvrir et fermer. On jette un coup d'œil, on dit ça vaut pas la peine et on referme. Pour comprendre le parcours, à 18 ans, vous allez prendre une scie électrique. Oui. Et vous allez malheureusement vous amputer des 4 doigts de la main droite. Oui. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Oui, vous faisiez du bricolage ou c'est quelqu'un qui vous passe une scie ? Comment ça se passe ? Non. C'était dans un atelier de fabrication d'armoires en bois à vendre au profit des handicapés. Ouais, c'est beau la solidarité. Hein. Et donc le type qui gérait ça, il n'y avait aucune précaution qui était prise. Et donc, les scies circulaires étaient à nu. Il n'y avait pas de protection. Maintenant, non. Il y en a des protections. Il y a un truc en plastique. Tout ça est obligé. Non. Il n'y avait rien. La scie était à nu. Et donc, vous faisiez passer des planches comme ça. Et puis, c'est vite fait. Hein. Oh la vache. Oui. À 18 ans ? Oui, tout juste. Vous le sentez tout de suite que ça a coupé ou il y a une seconde non. Vous le savez tout de suite que c'est foutu. Hein? Enfin, moi, en tous les cas... Mais je crois que n'importe qui, vous avez conscience de votre corps, vous savez tout de suite que c'est foutu. C'était pas rattrapable à l'époque, il n'y a pas de greffe, on ne peut pas regreffer. Si, on m'en a regreffé 2, mais je les ai vus mourir. Oui, vous les voyez, c'est la nécrose. Hein. La nécrose commence par les plus petits vaisseaux, c'est-à-dire le bout des doigts et le bout des orteils. J'ai eu un type comme ça, un client. Enfin, il n'était pas client. Enfin, il était mort quand il était client, qui est arrivé et il s'est senti mal, il transportait une valise, il sort du train, il se sent mal, on le conduit un vieux type, on le conduit aux urgences de Saint-Pierre, on ouvre sa valise et on trouve 10 kilos d'héroïne ou de cocaïne, je crois, 10 kilos de cocaïne dans la valise. Les types de Saint-Pierre, la clinique des urgences, étaient fraîchement embêtés, évidemment. Et le type, en fait, il était diabétique, je pense. Il s'est nécrosé. Donc, il est mort, il était noir partout. Et vous avez vu vos doigts devenir noir. C'était un complexe quand vous étiez plus jeune ? Pardon ? Quand on a 18 ans, c'est un complexe après complexe ? Au début, est-ce que vous le cachiez ? Je sais qu'il y en a qui, parfois, perdent un doigt ou quoi, cachent leurs mains, essayent de le cacher un petit peu. Ah ben oui, au début, encore maintenant, je vais pas vous tendre la main droite, ça c'est sûr. Vous serrez la main de la main gauche ? Oui. Il faut me comprendre, si je vous tends la main droite, la main gauche, vous allez peut-être pas me la serrer, et je vais rester là comme ça bêtement et reprendre ma main, d'accord ? Mais si je vous tends la main droite, vous allez la serrer et ça va vous faire un très drôle d'effet. Enfin, d'après ce que les gens avec qui j'ai essayé m'ont dit. Vous allez devenir juge d'instruction après. Alors, vous commencez votre carrière comme avocate, puis juriste conseillère pour le ministère de la Défense en Belgique. Non. De l'intérieur. De l'intérieur. Pas la même chose, hein. Et c'est en 93 que vous allez devenir juge d'instruction. Oui. Juste, est-ce qu'on peut expliquer un juge d'instruction ? Qu'est-ce que c'est exactement en une phrase pour essayer de comprendre le plus simplement possible ? En Belgique, ce n'est pas le cas en France. En Belgique, le juge d'instruction est à la fois juge et enquêteur. Donc, il est Maigret et Salomon, c'est la phrase de Badinter qui est toujours valable en Belgique et qui a été scindée en France. C'est quoi Maigret et Salomon ? Alors, Maigret, tout le monde a déjà lu un Simenon, j'espère. Non, pas toujours. Vous n'avez jamais lu un Simenon ? Non, mais tout le monde ne l'a pas fait, moi non plus. Ah ben, vous avez tort, ceux qui l'ont pas fait. Ils doivent lire Simenon, c'est formidable. C'est un auteur belge de Liège qui écrit sur le commissaire Maigret au Quai des Orfèvres à Paris, donc un commissaire français, et qui écrit des enquêtes policières. Et c'est formidable, mais il faut lire les Maigret.
et pas les autres bouquins. Salomon, c'est celui qui a voulu couper en deux un enfant pour le partager entre les deux femmes qui en réclamaient la maternité. Dans un podcast, vous avez dit qu'être juge d'instruction, c'était un peu psychopathe, enfin qu'il fallait être un peu psychopathe et un peu schizophrène en même temps. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que psychopathe, pour rester calme Stoïque, et stoïque sans face émotion. aux événements, le psychopathe. Vous y arrivez vraiment ? Le psychopathe est sans émotion, oui. Oui, bien sûr que j'y arrive. Et le schizophrène, c'est celui qui a deux mondes différents. Il y a une réalité et une non-réalité, mais enfin, mettons un schizophrène à deux réalités. C'est-à-dire, vous devez pouvoir quitter une scène de crime et passer immédiatement chez l'épicier pour acheter 3 œufs. Au début de votre carrière, vous allez commencer par des affaires de divorce. Oui. Je crois que votre rôle, c'était de savoir, c'est assez fou d'ailleurs, qui avait tort. Tout à fait. Donc, qui a trompé un tel. Les possibilités de divorce existaient encore pour faute. Et donc, il fallait prouver que monsieur ou madame était le provocateur de la rupture. D'accord ? Et il y avait pour cela, quand on ne savait pas prouver par un flagrant délit d'adultère, je vous signale qu'on a énormément perdu avec la dépénalisation de l'adultère. Ah, l'adultère, ça c'était formidable. Au moins on avait... les flics étaient... Je vous raconte sur l'adultère d'abord. Ouais. Alors l'adultère, c'était vraiment des sadiques. Hein. Vous savez ce qu'ils faisaient les flics en hiver ? Vous avez vu le film Un éléphant, ça trompe énormément ? Non. Non, je vous recommande, c'était ça. C'est-à-dire, ils frappaient chez madame, et enfin chez madame, ou d'habitude, donc c'était chez madame. Ils frappaient chez madame. Moi, un amant, jamais. Hiver, il gèle la pierre fendre. Hein. Il visitait. Il y avait une terrasse à l'appartement. Ils visitaient évidemment tout l'appartement en prenant bien leur temps avant d'ouvrir la porte de la terrasse pour dire à monsieur en calbar et surgelé, vous pouvez rentrer, monsieur. Et puis alors, forcément, la première question qu'on pose en Belgique, c'est « Nous découvrons un homme nu dans l'armoire qui nous déclare « Je souhaite m'exprimer en français ». Parce que chez nous, l'emploi des langues est terriblement réglé comme sur du papier à musique. C'est terriblement strict et c'est ce qui fait que nous avons éventuellement des problèmes. Et donc, la première chose à faire en justice, c'est dire « je souhaite m'exprimer en langue française » ou « ik spreek Nederlands », enfin ça, vous faites un peu comme vous voulez. Vous aviez un couple échangiste pour commencer qui vous a marqué à l'époque quand vous vous occupiez des premières affaires. Moi, c'est la première fois que je voyais ça, quoi. Hein. Faut dire jeune Péquenaude, j'étais là. Et puis alors, il fallait poser, donc il y avait le couple qui divorçait, madame, monsieur, leurs avocats respectifs, mon greffier, entraient comme témoins des couples avec lesquels ils avaient fait de l'échangisme. Et vous recevez tout le monde ? Parce qu'à l'époque, c'était hors la loi. Non, c'était un couple à la fois. Quand vous disiez que c'était dépénalisé... Enfin, une personne, un témoin à la fois. Quand vous disiez que c'était dépénalisé, ça veut dire qu'à l'époque, si vous trompiez votre femme ou votre mari, vous aviez des problèmes avec la loi. Genre, c'était vraiment dans la loi, quoi. Aujourd'hui, c'est... Ah non, mais là, c'était pour prouver, en fait, leur problème à ce couple. Donc, l'adultère est une chose. Ça, c'est trouvant un homme nu derrière la vitre surgelée qui nous déclare qu'il parle en français. Ça, c'est l'adultère où je vous dis, j'ai eu un cas comme ça en matière d'adultère, puis je termine mon histoire d'échangisme. Donc à l'époque, on appelait la police quand on avait un doute sur l'infidélité de sa femme ou de son mari. Tout à fait. C'est fou. Oui. C'est fou aujourd'hui. Mais j'ai eu un procès-verbal de policiers qui disait « Collons notre oreille à la porte et entendons distinctement le bruit du coït extra-conjugal ». C'est quand même une petite chose, quoi. Hein. Des fins auditeurs, ceux-là, et des fins connaisseurs, quoi. Le bruit du coït. Et donc, vous arrivez avec ce couple libertin. Extra-conjugal. Donc là-dessus, je me retrouve comme juge à entendre ces couples échangistes. Enfin, j'appelle pas ça du libertinage, j'appelle ça plus. Et donc, monsieur, madame, enfin, il y avait comme ça une série de témoins qui attendaient. Et la question était de savoir qui était demandeur de l'échangisme.
J'ai eu comme ça une madame témoin qui a expliqué que monsieur n'était plus disponible à partir de 5 heures du matin parce qu'il devait s'occuper de faire les croissants pour sa boulangerie et donc c'était pas drôle. Mais que madame était toujours en forme. Ouais, bon, on acte, hein. Voilà. Et c'était qui a gagné, du coup, là? Ah ben j'en sais rien, ça va plus tard alors chez le juge qui se penche sur la question pour savoir qu'est-ce qui est le plus grave, de faire des croissants ou de continuer à baiser. À titre personnel, à 5 heures du matin, je vous dis, c'est les croissants. Et je crois que c'était un problème que monsieur n'avait plus d'érection, je crois qu'il y avait une histoire. Ah bah oui, forcément, on peut pas faire des croissants et bander. Réfléchissez 2 minutes. C'était quoi l'histoire de divorce que vous avez eu la plus improbable? Est-ce que vous avez eu des raisons de divorce un peu bizarres? Monsieur qui part en voyage de noces avec sa mère. Des choses qui arrivent. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, forcément. Comment je vous le raconterais si je l'avais pas vécu? J'ai pas un esprit complètement fantasque. La réalité vous avez dû voir tellement merveilleuse. Ça vous a pas déréglé, ça vous a pas rendu folle de voir non, des histoires? Non, j'étais déréglée au départ. Vous avez vu quelqu'un se marier avec sa mère? Non. Partir en voyage de noces? Partir en voyage de noces avec sa mère. Il n'a été condamné qu'une seule fois à mort. Donc, le procureur général avait écrit, attendu que néanmoins, monsieur n'ayant été condamné qu'une seule fois à mort, il a droit à des circonstances atténuantes par lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Pas mal, non? Vous allez voir pas mal d'affaires de féminicide. J'ai noté, selon l'Observatoire féministe des violences, en 2024, là je parle pour la Belgique, il y a 21 féminicides qui ont été recensés, 136 en France la même année. Oui. Vous avez... C'est des meurtres de femmes. C'est des meurtres de femmes, un féminicide. C'est un homme qui tue sa femme, souvent, ou sa maîtresse. Oui, tout ça, on est bien d'accord. Tout ça, on est bien d'accord. Mais c'est la définition du féminicide en matière pénale est pratiquement impossible à donner. Hein. Est-ce qu'il y a déjà un suspect qui vous a marqué, un tueur qui a tué sa femme, qui vous a marqué en arrivant dans votre bureau? Qui m'a marqué en arrivant. Ah, quand je l'ai vu arriver. Oui. Non, parce que là, je vais plutôt parler d'un suspect que quand je suis arrivée qui a voulu entrer dans mon bureau. Enfin bref, je vous le raconte. Donc il a été condamné à perpétuité et il est mort. Hein. Et donc il a été condamné pour ceci. Il tue son beau-père en 1987. C'est une affaire extraordinaire, mais il faut absolument... Ici, je vous la raconte en résumé, mais je devrais l'analyser parce que je ne me suis toujours pas compris. Il tue son beau-père en 87. Il tue son beau-père en 85, pardon. La sœur de sa femme et son mari en 87 et sa femme en 92. Il tue plein de gens de sa famille tous les 2 ans. Ouais, pourquoi ? Mais il se fait pas arrêter entre-temps, avant? Ah ben si, non, mais je ne sais pas. Il a probablement encore tué quelqu'un, donc au début des années 80, je pense. En France, là. Il n'y a pas de raison que vous en ayez pas un peu. Il avait déclaré la disparition de sa femme, dont soi-disant on avait retrouvé des traces au Maroc, etc. Tout ça était faux. Elle était tout simplement dans la Meuse. Enfin, un fleuve, quoi. Elle avait été retirée de la Meuse et elle était sur une table d'autopsie et puis passée au cimetière de Belgrade. Je vous raconte pas quand on l'a exhumée, hein. Parce qu'alors on exhume le corps pour savoir exactement de quoi elle était morte. Elle était morte d'un coup de feu dans le crâne. Et là, vous reconnaissez assez facilement, vous avez une balle qui pénètre dans le crâne, fait un trou à bout portant, à bout touchant, vous le voyez aussi, mais fait un trou qui s'appelle le trou de Keyhole. Et c'est un trou en forme de serrure, comme ça. C'est assez intéressant. Quand vous reconstituez Le trou d'entrée? Oui. Quand vous reconstituez le crâne, vous voyez assez bien. Et en fait, la balle dans le crâne, souvent, elle fait le tour du crâne. Elle ne sort pas. Le crâne, c'est dur, hein. C'est une épaisseur comme ça, la boîte crânienne. Ouais, ça doit pas faire loin 7 mm, non? Je sais pas, c'est à peu près comme ça. Ouais. Oui. Et parfois, ça arrête la balle à l'intérieur. Oui, parce que la balle
si vous voulez... elle est freinée à l'entrée, déjà. Voilà. Ouais. Elle perd sa force. Votre première... Et ça dépend quel calibre vous utilisez. Évidemment, si vous prenez une calache... Vous allez avoir votre première grosse affaire criminelle, c'est l'affaire d'un restaurant qui s'appelle le Baalbek. Ah, ça, c'était passionnant. C'est un restaurant libanais, si je dis pas de bêtises. Oui. Vous êtes appelé, qu'est-ce qui va se passer là-bas au Baalbek? Mais il se passe surtout que j'allais manger dans ce restaurant avant. Donc en fait, c'est un restaurant à côté de chez moi, enfin... En quelle ville? À côté, à Bruxelles, Woluwe-Saint-Lambert. Et donc, ce restaurant était à 2 pas de chez moi. Les 2 frères libanais qui tenaient ce restaurant et dont l'aîné était l'amant de la vieille dame qui faisait la comptabilité du restaurant. D'accord? Leur père est mort au Liban. Ils sont partis au Liban pour aller célébrer, enfin comme il se doit, le décès de leur père. Ils sont rentrés fous. Donc ils sont partis. Apparemment, ils étaient comme tout le monde, ils étaient capables de cuisiner, de tenir un restaurant, etc. Quand ils sont rentrés, ils mettaient des incantations partout dans la maison. C'est les voisins qui entendaient ça. Ils ont sorti toutes les bouteilles. Ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Toutes les bouteilles de vin et d'alcool de la cave pour les mettre sur le trottoir, etc. Il y a eu un changement, en fait, quand ils sont arrivés dans leur pays. Complet. Un aller-retour et ils ont changé. Un aller-retour qui a duré quand même 1 mois. Hein. Ouais, mais c'est pas si long. Hein. Non. Et puis donc ils reviennent, ils sont quoi? Ils sont devenus religieux? Il y a eu un... Et on n'a pas le temps, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas assez de temps pour les analyser. Est arrivé, alors, au restaurant, un Libanais normal, apparemment, mais qui devait... vous voyez, avoir du sang plein la tête. Il y a des gens qui ont du sang plein la tête. Les films d'horreur, où vous voyez des tripes qui débordent et des trucs comme ça, sont souvent faits pour des gens qui ont besoin de sortir le sang qu'ils ont dans leur tête et de le projeter sur la toile, d'accord? Lui, il a projeté le sang qu'il avait dans sa tête, probablement, sur les épouses des 2, sur les Libanais et leurs 2 épouses, d'accord, que les Libanais ont commencé à torturer. Ils ont torturé leurs femmes? Oui. À eux? Ah oui, ça, oui. D'accord. C'est bizarre de torturer la personne qu'on aime. Oui, mais enfin que tous les 2, au même moment, ils se disent... Ah oui, tout ça s'est déroulé dans des scènes diaboliques auxquelles participaient, entre guillemets, les enfants qui étaient confiés à la vieille dame. Tout le monde habitait le même immeuble, d'accord? Et le restaurant était en bas. Donc la vieille dame avait les enfants sous sa garde. Eux torturaient leurs femmes dans le salon, sous le regard du Libanais qui avait du sang plein la tête. Et puis tout ce petit monde est parti, a fui, en laissant les femmes sur place, les cadavres. Étant entendu qu'ils ont aussi tué la vieille dame, bien sûr. Ah ouais, on supprime. Mais pourquoi le plus rigolo... Pourquoi ils les ont tués? Mais ils étaient fous. Non mais une folie, c'est tout seul. Là, ils sont pleins. Les enfants, ces enfants de quel âge? Non, les enfants sont... Ah non, les enfants ont juste rien à dire. Hein. C'est tape ta mère, attachée au radiateur, tape-lui dessus. Et les enfants, ils sont là, sont effrayés, quoi. Mais donc c'est l'autre Libanais, plus les 2 Libanais de départ. Oui, les 2 maris. 3 hommes. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ces femmes? Ils les attachent au radiateur? Oui, ou ils les pendent au lustre ou des trucs comme ça. Ils les rasent. On fait sortir le diable, quoi. Logique. Mais parce qu'elle les avait trompés, il y avait une... Non, pas du tout, il n'y avait rien du tout. En tous les cas, j'en sais rien. Il n'y avait rien du tout. Ils sont rentrés de l'enterrement de leur père et ils ont commencé. Mais là où ça devient... Enfin, où ça devient, mettons, hors du commun, c'est que forcément, ils ont eu des problèmes avec... donc, ils ne payaient plus les taxes, sécurité sociale, etc. Donc, que s'est-il passé? Il y a un huissier de justice qui est arrivé à la porte pour saisir ce qu'il y avait comme valeur dans l'immeuble, puisqu'ils ne payaient pas leur dette à l'État.
On entre avec un policier, un serrurier, l'huissier, sa mallette, etc. Ah, ils rentrent sans leur demander, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils forcent la porte, ouais. Ils forcent la porte, ils sont pas là. Et donc, ils sont partis. Et donc, l'huissier rentre et se dit, bon, parfait, je commence par les cuisines, logique. Et donc, il ouvre, il y avait des gros frigos, forcément. Il ouvre un frigo qui était plein de nourriture, un frigo debout, comme ça, plein de nourriture. Il dit, c'est plein. On va mettre tout ça dans le frigo bahut. Il ouvre le frigo bahut qui était plein d'autres choses. Un frigo par terre. Oui, un congélateur, un gros congélateur. Un gros congélateur. Il ouvre le gros congélateur qui était plein aussi. Avec 2 cadavres tête bêche. 2 cadavres pourris tête bêche. Et la vieille dame était dans le frigo du dessus, couchée sur les petits apéros. Enfin, elle était morte, quoi. Hein. Et alors, avec le problème, c'est que quand vous avez des cadavres surgelés, vous faites comment pour l'autopsie? Et donc, on a découpé le frigo, on a pris le bloc de glace, on a emmené le bloc de glace à la morgue et on a attendu 48 heures. Oh là là, que ça décongèle. Ah bah... On n'avait pas enfin, je sais pas, vous aviez un four à micro-ondes qui pouvait contenir tout un bloc de 2 mètres sur 1 mètre. Vous avez su à la fin pourquoi ils avaient fait ça? Enfin, ils avaient fait ça. Non, ils étaient fous, je vous dis. Mais ils étaient fous. Non, ils n'ont jamais donné... Il y en avait un, je le vois encore, il était devant moi. Il faisait monter, donc il faisait comme ça, et le son montait ou descendait dans ses oreilles, pourquoi pas. L'autre, il écrivait sur le buvard des versets je crois pas que c'était du Coran, des poèmes, complètement à la masse. Par contre, le troisième, qui niait tous les faits et toute participation, celui-là n'était pas fou. Il y a une affaire de consanguinité dans ce procès. Il y a de la consanguinité. Vous en aviez souvent des affaires de consanguinité? Où il y avait de la consanguinité dedans? Mais il y a un gros problème, oui. Ils avaient épousé leur cousine germaine, etc. Et eux-mêmes étaient probablement consanguins. Effectivement, on sait que la consanguinité entre les époux est très mauvaise pour la descendance, certainement quand elle dure depuis plusieurs générations. Mais la consanguinité se pratique dans des milieux qui veulent se perpétuer culturellement. Si vous avez un petit milieu qui veut se perpétuer sa culture et sa civilisation, ils vont effectivement se marier entre eux, entre cousins germains, pas entre frères et sœurs, parce que là, le tabou existe partout, mais ils vont pour préserver leur manière de vivre. Et ça, c'est très embêtant. Pour pas diluer. C'est le coup des pharaons qui épousaient leurs sœurs ou leurs filles. À l'époque, ça se faisait. Donc, je crois qu'il y en a encore, malheureusement, des hommes qui croient que leur fille est leur meilleure épouse. Enfin, ça s'appelle de la pédophilie incestueuse. Il y a l'affaire Dutroux, justement, oui. Qui a changé la justice en Belgique. Oui. Vous le disiez, c'est à peu près au même moment. Je crois, entre 95 et 96. Oui, tout à fait. En Belgique, ça va se passer là. Il a 7 mineurs, dont 5 qui sont décédés. Oui. Dont certaines, des filles qui ont été retrouvées à la fin. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout pour parler de la justice. Oui. Vous n'avez pas travaillé, vous, directement sur cette affaire-là, pour le coup. Mais vous dites que cette affaire a eu un gros impact sur la justice belge, qu'ils ont fusionné à l'époque. Il y avait la gendarmerie et la police, en fait, comme en France aujourd'hui. Et ils ont fusionné les deux. Tout à fait. Ce qui n'est pas nécessairement une très bonne idée, à mon avis. Parce que vous n'avez plus de contre-pouvoir à la police. Quand vous avez la police d'un côté et la gendarmerie de l'autre, il n'y a rien à faire. Il faut une collaboration entre les deux, ça on est d'accord. Et dans l'affaire de Marc Dutroux, il y a eu une concurrence entre les deux, mais pas une collaboration. Donner tout pouvoir à la police, c'est mettre toute la recherche judiciaire entre les mains de la police. C'est eux qui décident quelle force on met sur telle affaire criminelle. C'est mon opinion. Alors, je vous donne par exemple une autre affaire, c'est rigolo, pour vous montrer le fonctionnement.
Donc je vous parlais de ce type qui avait tué son beau-père en 85, sa belle-sœur, beau-frère 87, et femme en 92, d'accord ? Première affaire, c'est un gendarme qui découvre le cadavre, ou qui est appelé à découvrir le cadavre, donc c'est la gendarmerie qui va faire l'enquête judiciaire sur l'affaire. Mon tueur, enfin celui qui a été condamné à perpétuité pour ses crimes, devient un très grand copain du chef de la gendarmerie. C'est passionnant, hein. Et puis alors, ok, et il aide à l'enquête. En 87, beau-frère, belle-sœur, c'est un policier qui trouve, et donc l'affaire est confiée à la police judiciaire. Et mon condamné à perpétuité devient un grand copain avec le chef de la cellule de la police judiciaire qui enquête sur les meurtres. Et puis en 92, nous n'avons qu'une disparition. Et donc vous avez 2 corps qui montent comme ça, enfin gendarmerie, police, où le type s'insère dans les 2 pour manipuler l'enquête, et où quand moi j'arrive à l'instruction dans le bureau en 93, le gendarme vient et me dit, je le vois encore arriver, moi j'étais là, il entre et il me dit, madame, dans cette affaire-là, une affaire, j'avais déjà regardé avec des cartons comme ça de tous les côtés, et madame, dans cette affaire-là, il y a quelqu'un qui nous aide beaucoup, il est dans le couloir, il faudrait que vous le rencontriez, etc. C'est vraiment quelqu'un de très bien qui nous aide pour dépatouiller cette affaire. Moi, je comprends rien. Quand je comprends pas, je me ferme comme une huître, hein. Je dis non, on verra plus tard, je vais d'abord bien étudier le dossier, etc. Celui qu'il me présentait était le tueur. Mais donc, ils ont tous été manipulés sans... ce type a réussi à manipuler tout le monde et à faire gober l'invraisemblable. Oui, disait-il, la mafia italienne est arrivée chez moi avec des petits bouts de caoutchouc sur les doigts pour ne pas laisser d'empreintes, comme des dés à coudre en caoutchouc. Attendez, il faut l'avaler quand même, hein. Il y a une histoire aussi, vous arrivez, vous tombez un jour sur une dame qui est complètement écroulée sur sa table, avec dans la salle à manger, avec la jupe relevée. Oui, vous ne savez pas si c'est... ça peut être 2 possibilités. Ah, ça doit être la dame. Je me souviens, ça, j'étais en train de regarder un film au cinéma avec un copain et on m'a sonné pour dire... j'étais de service, on m'a sonné pour dire tu dois aller à telle adresse près de chez moi. Hein. Et... donc j'ai été, le copain m'a déposé, conclusion, j'ai jamais vu la fin du film, mais enfin c'est pas grave. Enfin, non, mais c'est pas toujours foutu en route. Donc je suis entrée et la dame était effectivement une dame qui devait avoir un certain âge, mettons un peu plus jeune que ce que je ne suis actuellement. Mais donc, à un certain âge, elle était par terre avec les jambes en dessous de la table basse, et la jupe relevée, et alors, avec du papier toilette partout dans l'appartement, etc., plein de défécations. Donc je fais le tour des lieux avant de m'intéresser au cadavre, je regarde un peu partout, etc. Puis je regarde le cadavre, puis arrive le médecin légiste, je me souviens bien de lui, il avait aussi des gants roses, des gants de cuisine, il mettait des gants de cuisine, qui fait comme ça. Alcoolisme, hein. En fait, ce qui se passe, c'est, la madame est écroulée, les écoulements de sel. Vous voyez ce que c'est des selles, ou dois-je expliquer? Non, ça va, d'accord. C'est ce que c'est que les selles. De défécation. Un alcoolique, ça a des diarrhées. Bah, on le sait, le 1er janvier, quand on a trop bu, ça nous est tous arrivé une fois. Enfin, j'en sais rien, mais un bon alcoolique, ça a des diarrhées tout le temps. Donc la madame, pour éviter de salir tous ses fauteuils ou de porter, elle porte du mélange, mais pour éviter tout ça, elle mettait du papier toilette à l'endroit où les diarrhées étaient susceptibles de couler. D'accord? Par ailleurs, elle avait un teckel. Vous voyez ce que c'est, hein? Ça ressemble à une brosse à cabinet. Pas compliqué. Bon.
Là-dessus, elle est dans son fauteuil, elle boit son dernier verre de martini, elle buvait du martini, je vous raconte pas. Elle meurt d'alcoolisme, d'un arrêt cardiaque dû à l'alcoolisme, ce qui peut arriver, d'accord? Mais le problème, c'est que le corps, et certainement quand on est mort, les sphincters se relâchent. Donc le corps coule plus encore qu'à l'habitude. Le chien, sentant cette odeur sucrée, s'est mise à la lécher, et c'est ainsi que la madame s'est retrouvée avec un cul comme un chou-fleur. C'était le chien qui était le coupable. L'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu au chien. C'est pas le chien qui était coupable, il a juste mangé le truc. Il l'a pas tué. Recel de cadavres à l'intérieur de lui-même. Ça va chercher loin. Il a bouffé une partie du cadavre. Qui appartenait à la justice dès ce moment-là. Puisque le décès était suspect. C'est tout. Faites un peu peur, moi. Mais non, je ne fais pas peur. Je vous dis la réalité. En 2021, donc là on parle d'une dame qui est décédée à cause de l'alcool, justement. En Belgique, c'est 4000 personnes qui seraient décédées en 2021 à cause de l'alcool. Oui, tout à fait, ça ne m'étonne pas. Il y a cirrhose. Hein. Une ancienne médecin légiste qui vous a dit un jour, le manque d'alcool tue et l'excès de drogue tue. Le manque d'alcool tue et l'excès, c'est l'overdose qui tue, mais le manque d'alcool tue aussi. Donc moi, j'avais toujours une petite bouteille d'alcool dans mon bureau pour on ne sait jamais. J'ai eu une fois... J'allais vous demander, est-ce qu'il y a déjà un drogué qui arrive, une personne qui prend de la drogue habituellement ou beaucoup d'alcool, qui se retrouve devant vous parce qu'il a tué quelqu'un et qui vous dit « j'aimerais bien un peu d'alcool ou de la drogue » et vous lui en donnez? Jamais, j'ai pas. Enfin si, j'ai ma petite bouteille pour les cas de nécessité. Et ça vous est déjà arrivé? Vous avez filé de l'alcool à des gens qu'on avait, entre guillemets, besoin? Oui, bien sûr. Vous leur dites, tiens, tu prends un verre, mais tu me racontes la vérité? Non, jamais. Je vous explique. D'abord, un drogué, non, puisque vous mourrez d'overdose. Donc je ne vais pas aller donner de la drogue à un drogué qui en aurait besoin sous prétexte que c'est débile, je le tue. Bon, moi, je suis pas là pour tuer les gens, hein. Et puis alors, par contre, Mandaltol, donc j'ai un type, il était là, qu'est-ce qu'il avait foutu? Il avait dû faire un vol avec violence ou un truc pareil. Là-dessus, je décide de le foutre en tôle, de l'envoyer en prison. Et donc, il me dit, mais il allait comme ça, hein, un intoxiqué à l'alcool qui n'a pas... Il tremblait, ouais. Ah, bien sûr. Il était... je sais pas, 9h30 du matin, samedi ou un truc pareil, je le raccompagne au poste dans les cellules et je fais dégager son sac. Dans son sac, il y a une bouteille de gin. Donc, à 9h30 du matin, courage de ma part, je goûte un petit peu pour être sûr que c'est bien le gin espéré. Et donc, je lui ai versé un tout petit verre. Il allait beaucoup mieux. C'est une relation particulière, on dirait, que les gens qui viennent... Vous avez eu un couple aussi, on va parler des histoires de couple un peu étonnantes, on va parler des voisins aussi, les voisins qui s'entretuent, ça arrive aussi pour des conneries souvent. Là, le plus dangereux, hein, les troubles de voisinage, c'est le délit, le crime, ou en tous les cas, comme vous voulez, l'infraction la plus grave. Ah oui, où ça dégénère le plus vite. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas y échapper. En fait, le problème, c'est que vous devez abandonner trop de choses, vous devez quitter chez vous pour échapper aux troubles de voisinage qui vous rend fou. Mais ça ne se résout que par le déménagement d'un des deux protagonistes. Vous avez eu vous pouvez nous raconter une affaire de voisins où ça dégénère pour vraiment absolument rien? Ben oui, bon, on a la bonne femme qui choisissait le moment où l'autre prenait son bain de soleil pour arroser ses plantes, ce qui est pas très drôle. Oh, j'ai eu une bagarre de quartier, elle était formidable, celle-là. Je me souviens, rue de Menin. Et c'était le clan, c'était vraiment le clan des Roméo contre le clan des Juliette, des Capulet contre les Montaigu. C'était extraordinaire, il y avait un côté de la rue, l'autre côté, ça a fini. Ils se reprochaient des broutilles, mais ils se croisaient tout le temps dans la rue, puisqu'ils habitaient la même rue. Et donc, à certains moments, ça a dégénéré, où la moitié de la rue est arrivée avec des battes de baseball pour taper dans les vitres des maisons de l'autre moitié de la rue, dont le patriarche est sorti
pratiquement avec un fusil pour aller tuer, pour aller donner... Non, pas pour tuer. Pour donner une leçon à ces salauds de l'autre côté. Et donc, moi, tout ça pour une histoire, c'était une histoire de voiture d'occasion. Allez vous en comprendre, mais le problème, c'est qu'ils étaient tout le temps l'un en face de l'autre. Les femmes aux fenêtres en train de filmer les hommes qui ils se faisaient la guerre, quoi. C'était la guerre. Formidable. Et donc là, je me souviens, j'ai fait une conciliation, j'ai pris les deux patriarches, j'ai pris l'inspecteur de quartier, parce qu'il faut toujours s'assurer que la personne responsable du quartier comme autorité policière garde son autorité policière. J'avais pris les avocats, j'ai fait un protocole d'accord pour qu'ils se mettent d'accord. On ne savait pas qui avait porté des coups à qui et comment, etc. On ne savait pas. Enfin, si, on savait... Vous avez réussi à résoudre le problème? Oui, j'en ai plus entendu parler. C'est aussi le mari d'une dame malvoyante qui en a eu marre. Ah oui, oui. D'un chien. Une histoire de merde de chien. En fait, ça arrive souvent, merde de chien. Oui, ah bah bien sûr. La merde de chien, c'est un des plus gros problèmes d'ailleurs dans les quartiers. C'est qu'il y en a un qui promène son chien, il fait caca devant chez toi. Ah oui, ou alors total. pipi sur les voitures. Ça, c'est un vrai... Ah, total. Les chiens. Ah, ça, tout à fait. Là, il y a la musique. Oui. Le bruit. Enfin, oui, tout à fait. sens large, quoi, la moto et le chien qui défecte la moto de dans le l'adolescent jardin. d'à côté, du machin. Tout à fait. Et les caca de chien. Ben oui. Le chien qui défecte dans le jardin d'un couple dont la madame est malvoyante, et forcément, quand elle se promène dans son jardin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène à la maison des défécations que monsieur prend gentiment, met le tout dans une enveloppe, fout le feu à l'enveloppe et met l'enveloppe enflammée dans la boîte aux lettres de son voisin. Qui a fait chier son chien chez lui. Dont le chien a fait chier tout le monde chez l'autre. Voilà. On peut dire ça comme ça, hein. Et bah oui, mais seulement ça donne des drames, ça donne des crimes, ça donne des... Il y a eu des morts, là? Non, il n'y a pas eu de mort, on a éteint le feu, je suppose que... Enfin bref, c'est dégueulasse de toute façon, mais ça donne incendie volontaire la nuit d'une maison habitée, formellement. Les gens ne se rendent pas compte que la connerie qu'ils ont faite, ça se traduit par des termes de droit pénal qui se traduisent eux-mêmes en années de prison dont ils soupçonnaient même pas l'existence. Vous avez eu un incendie volontaire sur vous? Sur moi? Oui. Oh ben non, je suis toujours là. Non, mais vous avez échappé. Mais on a essayé de mettre le feu, c'est ça? À votre bureau? Non, on n'a pas essayé. On a mis le feu. Ça, c'était un chouette moment, hein. Et Vous là, êtes complètement ravagée, hein. Vous êtes complètement folle. Hein. Qui, moi? Mais oui. Pourquoi? C'était un chouette moment. Vous êtes... Ah oui, c'est formidable. Mais on les a jamais retrouvés? Non. Mais ça n'a pas d'importance. Tout était en cendres. Néron face à Rome en feu. On s'est fait photographier sur des tas de dossiers qui étaient devenus des tas de cendres. Je trouvais ça formidable. En 2018, la police fédérale belge rapportait environ 4195 incendies volontaires par an. C'est beaucoup. Est-ce que vous avez déjà une histoire de pyromanie assez incroyable et quelqu'un a mis le feu de manière... Où ça? Bah, je sais pas. Non, moi non plus. Vous n'avez pas eu trop d'histoires de pyromanie? Des histoires de... Non, les meilleurs pyromanes sont évidemment les pompiers, comme on dit. Les pyromanes... D'abord, il faut faire attention aux pyromanes. Parce que donc c'est la même catégorie de mentalité, paraît-il. Pyromanie, escroquerie, meurtre. Donc quand vous avez affaire à un pyromane, oui, bien sûr, on a des gens qui foutent le feu. C'est les mêmes gens qui peuvent faire pyromanie, escroquerie et meurtre? Normalement, au niveau psychologique, il paraît que oui. Oui. Des actes... Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, oui. Vous avez eu un couple, pour terminer sur une histoire de couple, vous avez eu un couple qui a été tué, enfin l'homme a été tué à la fourchette. Ah oui, oui, c'était... Il y a des couples qui se tuent avec des fourchettes. Un couple d'hommes. Pas compliqué. Alors ils s'étaient disputés, je vois encore le truc, mais vous savez, c'est pas que je vois ce dont vous me parlez, c'est que je les vois tous. Vous vous rappelez de tout? Si on me... Comme je me rappelle l'histoire de Molenbeek, l'oncle,
l'oncle et la nièce, etc. Si on me met un tout petit starter, oui, je me rappellerai. Et donc là, c'est quoi l'histoire du couple avec la fourchette, alors? C'est un couple qui se dispute. Alors lui est assis, lui est debout, et apparemment le menace plus ou moins. Enfin bref, il y a une grosse dispute. Et lui qui est assis, ça l'emmerde, il fait comme ça, et il plante sa fourchette à l'endroit où il arrive. Le problème, c'est qu'il arrive ici. À l'intérieur de la cuisse. À l'intérieur de la cuisse. Là-dessus, l'autre, quand vous recevez un coup qui vous blesse, c'est un peu comme un coup de poing. C'est-à-dire, c'est un coup qui vous fait plier en deux, d'accord? Il fait 3 pas, puis il s'affale sur le fauteuil. Mais en faisant comme ça, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la blessure. Vous ouvrez les jambes, on écarte un peu les jambes. Ouais. Ah bah oui, vous tombez, pchoum. Je décris pour que vous nous écoutez en podcast audio, vous voyez pas l'image. Ah oui. Donc je tombe dans le fauteuil, j'écarte les jambes, j'étale les bras, et que se passe-t-il? Les 4 pics de la fourchette, ou les 3 pics de la fourchette, je ne sais plus, s'ouvrent. Et qu'est-ce que ça fait en s'ouvrant? Ça libère des flots de sang que le chien ne va pas. C'est un teckel, un teckel, ou enfin c'était un petit brol là, un truc avec lequel on ramasse la poussière, ou qu'il la ramasse tout seul. Et donc moi, quand je suis arrivée, je vous jure, le chien était en train de laper. Donc le monsieur est décédé juste avec un coup de fourchette. En fait, si on se prend un coup de fourchette ici, on meurt. Si vous vous asseyez après, faut pas s'asseoir. Il y a eu. Parfois, vous trouviez normal que des gens tuent d'autres? Oui. Oui, pourquoi? Et vous n'avez jamais... Le meurtre fait partie de nos pulsions. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans les tragédies grecques? Depuis tout ce temps, vous allez retrouver des crimes, des meurtres, des assassinats. C'est tout. Donc ça fait partie de nous, l'envie de tuer. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui passent à l'action et d'autres qui vont à la foire. Mais vous avez envie de tuer qui, vous? Mais moi, il y a sûrement plein de gens que j'ai eu envie de tuer, mais je ne le sais pas, parce que moi, je suis une vraie gentille. Vous sortez comme vous voulez de la phrase, là. Non, mais vous vous rappelez très bien de qui vous avez voulu tuer. Un ex Non, il y en a que j'ai voulu tuer dernièrement, mais du diable, si je me souviens de son nom. Mais il y a quelqu'un, j'ai eu une pulsion meurtrière, j'ai oublié, merde. J'ai rêvé. C'est difficile de tuer. Passer à l'acte est difficile, mais... Non, c'est plus, on a envie de tuer quand quelqu'un nous fait du mal physiquement. Pas nécessairement. Quelqu'un qui vous méprise, vous allez avoir envie de le tuer. Le mépris blesse autant que le coup de couteau dans le ventre, vous vous en remettez pas. Il tue, le mépris. Vous allez avoir une saisie un jour, une saisie improbable, c'est du café. Sauf que oui. Quand on a... vous avez gratté les grains de café. On ne les a pas grattés, on a observé, je me souviens, parce que je les ai eus devant moi. Donc c'était quelqu'un qui avait ramené des paquets de café de Colombie, un truc pareil. Un endroit où il y a du café? Bah oui, en plus. Colombie. Il faut les deux, il faut le café et la cocaïne. Donc des paquets de café en grains. Et en fait, l'odeur du café en grains, n'essayez plus maintenant, ça marchera plus. Mais l'odeur du café en grains masque toutes les autres odeurs, donc pour le chien, stup, etc. Mais ça paraissait quand même bizarre. Provenance, tous ces paquets de café, etc., etc. Donc les flics, par précaution, par ici le café, on va regarder de quoi il s'agit. Et ils regardent, et odeur café, format café, des cafés en grains partout. Donc, bien embêtés, ils se disent, on va donner tout ça. Ils sont obligés, une fois qu'on saisit des biens périssables, dont on n'a plus l'usage, on doit les donner à une œuvre de charité. Donc, enfin, en l'occurrence, à une œuvre d'aide sociale. Donc, ils s'apprêtent à aller donner tous ces paquets de café à une œuvre d'aide sociale, et ils regardent encore une fois les cafés, sont arrivés chez moi avec ce café, on voyait pas.
il y en avait des plus parfaits, des grains plus parfaits que d'autres. Et les grains plus parfaits que les autres, c'était de la cocaïne compressée et teintée de brun. Mais bien fait, très bien fait. Et si vous voulez bien raconter une dernière anecdote, avant de terminer, je voudrais qu'on parle du viol des hôpitaux, c'est dans les années 90. Oui, non, même... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aujourd'hui, il est mort. Mais, donc, on a eu des histoires, on retrouvait, en fait, je vous explique, on retrouvait des éjaculats sur des dames, généralement d'un âge, n'importe quel âge. Dans les hôpitaux? Quoi? Dans les hôpitaux? Dans les homes, dans les hôpitaux, dans des lieux publics. Les homes, c'est les EHPAD en France, hein, c'est les maisons de retraite. Oui, pardon. Donc, dans des lieux publics, ça se passait. Et on retrouvait, donc, en fait, il n'a jamais violé, il n'a jamais pénétré quelqu'un, si je peux dire, sauf une dame qui a eu le syndrome de Stockholm. Donc, il n'a jamais pénétré quelqu'un, mais il s'est toujours masturbé sur les fesses ou sur le corps, une partie du corps de quelqu'un. Il entrait chez des dames la nuit quand il y avait une fenêtre ouverte et un endroit accessible. Enfin, j'en avais comme ça une quinzaine au bas mot de types d'éjaculats. Voilà, j'avais une quinzaine d'éjaculats du sperme qui étaient tous de la même personne. On devenait fou. Vous aviez l'ADN? Ah oui, forcément, dans le sperme, il y a l'ADN. Non, mais je sais pas si dans les années 90, c'était déjà aussi développé. Oui, c'était suffisamment développé. C'était la fin des années 90, suffisamment développé pour être performant. Pas aussi performante maintenant, mais vraiment, quand on avait une bonne prise d'ADN, c'était performant. Or, dans le sperme, dans le liquide spermique, c'est magnifique. Dans le PSA, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Donc là, il laissait sa trace partout. Vous saviez que c'était le même? On savait que c'était le même, puis on recollait systématiquement les mêmes spermatozoïdes. Qui est ton papa? Qui est ton papa? Et hop, on recollait les deux, d'accord? Et puis, on l'a cherché sous le pseudonyme de violeur des hôpitaux. On a fait des portraits robots par les personnes qui l'avaient vu. On a fait toutes sortes de trucs et on a retrouvé en fait son sperme. Il a fait les écoles aussi, hein. Donc il a fait des... Oui. Donc moi j'avais des victimes de 3 à 95 ans. Et on cherchait, j'en avais comme ça une 15, 20, je ne sais plus. On a essayé de faire des portraits robots, tous pires les uns que les autres. La seule bonne description de lui qu'on avait, c'était celle d'une infirmière qu'il avait croisée dans un couloir d'hôpitaux, et qui avait dit de lui, c'est un homme sur lequel les femmes se retournent. C'est un homme sur lequel les femmes se retournent. Un bel homme, quoi, en gros. Et c'était vrai. Donc, comment est-ce qu'on l'a eu? On l'a eu parce qu'il a été masturbé sur une gamine dans une cave où elle rangeait son vélo. Et il avait laissé une empreinte digitale sur le vélo, empreinte digitale inconnue. C'était le seul élément en dehors de l'ADN que j'avais. Et donc, l'empreinte digitale, je l'ai fait retravailler. Et là, c'était un vendredi soir. C'était extraordinaire, jackpot. Les équipes de police qui ont été chez lui, on l'a trouvé, il sortait de chez lui ou quelque chose comme ça. Hop, on l'a pris. On a pris son ADN. J'ai fait envoyer, enfin, on a pris un crachat, quoi. J'ai fait envoyer le crachat le samedi à la première heure au laboratoire qu'on utilisait. Le dimanche après-midi, je me souviendrai toute ma vie de Elfriede, elle s'appelait, qui me téléphone. Allô, proficiate mevrouw. Donc ça veut dire félicitations, madame. Et je savais que c'était lui, je savais que c'était bon, je l'avais entendu. C'était un mec de quel âge il avait? Ah, il avait 25 ans. Il était beau. Je connais encore son nom. Hein. Mais je le dirai, mais il était beau. C'était quoi le profil psychiatrique qui était... Non, il était normal. Donc les psychiatres, j'ai mis 3 psychiatres sur le truc. Et le type,
ils ne lui ont pas décelé de maladie mentale. Mais attention, les maladies mentales sont en nombre limité. Hein. Le fantasme, l'orgueil ne font pas partie des maladies mentales. C'est important à savoir. Donc, le type, en fait, il a toujours dit à sa mère et à sa nouvelle copine qu'il avait eue en prison, qui était venue le visiter en prison et qui en était tombée amoureuse. Beaucoup de filles tombent amoureuses des bad boys. Donc ça, c'est hyper connu. Et donc, il s'est suicidé à la veille de son procès, où on allait étaler les preuves tangibles, si j'ose dire, enfin liquides. Les preuves liquides qu'on avait, son sperme, qui prouvait que c'était lui. Alors qu'il avait toujours dit à sa mère et à sa copine que non, c'était une erreur judiciaire, ce n'était pas lui. Il s'est suicidé en prison? Il s'est suicidé en prison. Et il était effectivement très joli, enfin, un homme sur lequel les femmes se retournent. Vous l'aviez rencontré? Bien sûr. Et il vous a jamais dit que c'était vrai, pareil? Il disait que c'était faux? Si, à moi, il a dit que c'était vrai. Ah oui, il m'a tout expliqué. Et il a dit pourquoi il faisait ça? Non, ça le prend. Ça le prend, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il volait un peu aussi des trucs par-ci, par-là. Donc il déposait quelque chose, si je peux dire, mais il emportait un souvenir. Ah ben c'est des choses qui arrivent. Il y a une enquête en Belgique, à l'université catholique de Louvain, qui dit que 31% des Belges francophones croient à une vie après la mort. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a, vous, après la vie? C'est quoi votre opinion? Vous dites que c'est pas peur de la mort, mais qu'est-ce qu'il y a après, d'après vous? Ah, parce qu'après, il y a l'arbre de la connaissance. Du moins, c'est le stade auquel j'en suis arrivée. Deux choses l'une. Ou vous bouffez le pissenlit par la racine. On fait des salades de pissenlit, ça ne doit pas être mauvais. Ou bien alors, vous avez l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire que vous pouvez satisfaire toute votre curiosité, comprendre, enfin comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, s'est passé du temps de votre vivant. C'est tout. Donc ça ne me fait pas peur parce que je suis terriblement curieuse et pouvoir avoir la réponse à tout ce que je veux me paraît important. Enfin, me paraît en tous les cas suffisamment tentant pour ne pas avoir peur d'y aller. Si c'est possible, vous pourriez vous imaginer que vous pourriez savoir tout après avoir la réponse à toutes vos questions? Oui, tout à fait. La réponse de tous les cold cases aujourd'hui, les affaires non élucidées? Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs trucs que j'aimerais voir. Il y a une affaire que j'aimerais bien voir. C'est une affaire que j'ai laissée inachevée quand je suis partie. Je suis sûre de ce que je dis. Les policiers ne veulent pas me croire. Et aussi, par exemple, l'homme dont je vous ai parlé qui a pris perpète pour avoir 4 fois tué, je voudrais savoir pourquoi. Parce que j'ai pas compris pourquoi. Je voudrais savoir, à l'heure des hôpitaux, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce genre ou à répondre à ce genre de pulsion? Est-ce que la justice est assez sévère en Belgique? C'est quoi votre opinion? Ou en France, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. La sévérité ne sert à rien. Hein. Ça, c'est une première chose. Moi, je dis de toute façon... Vous savez, on parle en Belgique d'un type qui vient de sortir après avoir commis 6 assassinats, etc., en 1979. Donc, il a fait 45 ans de tôle. Il en a 77 maintenant. Il sort de tôle. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous le laissiez en tôle ou que vous le sortiez de tôle? Il va mourir, hein, ce type. Donc, je veux dire ceci, je veux dire que la tôle ne correspond à une nécessité d'exemple, mais ne me dites pas que la tôle sert à une resociabilisation de gens qui n'ont probablement jamais été sociabilisés, qui n'ont pas de vie sociale, qui se mettent en marge de la société. Alors, il faut quoi? C'est quoi votre idée? Parce que vous en avez vu. Moi, je suis favorable à une prison immédiate, hein. Tout présumé innocent que vous êtes avec des arguments sévères. Donc je suis favorable à la détention préventive ou provisoire, forcément, sinon j'aurais pas fait ce métier pendant 30 ans, faut même pas être débile. Donc ça, je suis favorable. Je suis favorable au fait qu'on ne peut jamais laisser tomber
un prisonnier et le laisser se reconstruire un milieu en tôle parce qu'il ne pourra plus vivre autre part. Il faut imaginer que vous passiez en tôle entre 4 murs avec un autre milieu, mettons 1 an de votre vie. C'est pas énorme, hein. Quand vous sortez, le prix du pain a changé, le ticket de métro a changé, etc. Là, l'épicerie à côté de chez vous a fermé, c'est devenu un chausseur, et des choses pareilles. Donc vous êtes complètement déphasé. Personne n'est là pour vous reprendre éventuellement, ce qui veut dire que vous allez avoir la nostalgie du milieu que vous connaissez et qui est celui de la prison. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort? Pardon. Dans certains cas. C'est quoi votre opinion là-dessus? Sur la peine de mort? Il y a 54% des Français qui sont pour. Aujourd'hui, il y a eu des sondages qui sont sortis. Ça n'a aucun sens. On a supprimé la peine de mort et c'est très bien. Vous êtes contre, du coup? Je ne suis ni pour ni contre, la question ne se pose pas. Le jour où la question se posera, je serai farouchement opposé à tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on ne tue pas. Vous qui avez fait 30 ans justement, en tant que juge. Je comprends, attention, j'ai dit que je comprenais le crime, que je pouvais le suivre. Il y a des crimes que je peux difficilement suivre intellectuellement. Mais par exemple, le fait de tuer quelqu'un, je peux suivre la démarche intellectuelle qui y amène. Mais je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas admettre qu'on soit allé dessus et qu'on n'ait pas fait un pas de côté. Et donc pour la guillotine, c'est pareil. Je peux admettre qu'on ait envie d'envoyer quelqu'un à la guillotine, mais je dis simplement, il faut que les marches pour l'échafaud ne soient pas là. Est-ce que vous avez déjà eu un suspect qui est face à vous, oui, extrêmement bête? Un gars vraiment qui est débile et qui se balance tout seul sans faire exprès, ou un gars qui est vraiment, vous êtes non, dit là... Non, il leur manque une case, oui, bien sûr, j'ai déjà eu ça. Oui. Vous voyez qu'il y a un truc où on dit ah, le fou ou le quotient, ou le débile. Non, je parlais du quotient intellectuel extrêmement faible. Bas. Oui. Mais ça, vous avez... Donc, si vous avez un quotient intellectuel extrêmement bas, oui, bien sûr, j'en ai déjà eu. Mais ça sortit toujours de délit, sinon ils sont pas devant moi. S'ils n'ont pas commis un crime ou un délit, ils sont pas devant moi. Donc, il faut quotient intellectuel très bas et malversation. Bien sûr, je pense à un type en particulier, ça va, je pourrais encore donner son nom, où j'ai essayé je l'ai placé sous mandat d'arrêt. Le type, en fait, il poursuivait, il avait 18 ans ou 20 ans, je sais plus, dans ces eaux-là, il poursuivait des gamines de 6 ans. Pourquoi? Oui, mais n'ouvrez pas de grands yeux, c'est logique. Dans sa tête, il avait pas plus. Donc, il voulait caresser les gamines de 6 ans pour en faire ses copines. Sauf que ça fait peur. La société d'aujourd'hui n'est pas prête à recevoir le débile. C'est des enfants? Non. Non. Et donc, celui-là, je me souviens, on a essayé avec sa sœur de régler le problème. Mais les pauvres, ils n'en sortaient plus, quoi. Alors, les parents, je sais pas, les parents étaient doués aussi. Donc, je le confine chez lui, à certains moments. Oui, mais il faut une distraction. Alors, vous comprenez, il y a la fête des enfants dans la rue. On va lui permettre d'y aller quand même pour jouer sur le château gonflable. Heureusement, on me téléphone avant pour savoir s'il peut. Je dis, mais c'est pas vrai! Donc, ce gamin qui, comme gamin, cherchait la compagnie de gamines, on allait l'envoyer sauter sur le château gonflable. Les gens n'ont aucune idée. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un qui arrive en face de vous, en détenu, en coupable, non, et il se passe quelque chose d'humain, inexpliqué? Très difficile, parce que il faut savoir que les gens qui passent devant le juge d'instruction, ils ont tout de suite, aujourd'hui, certainement 36 heures, mais au minimum 20 heures de cachot. Alors, on vous prend dans la rue, vous passez la nuit au poste, vous êtes forcément pas rasé, forcément pas lavé. Oui, c'est pas le moment où on est le plus sexy, quoi. C'est pas le moment le plus sexy.
Non. Et est-ce qu'il y a des tueurs qui ne pourront jamais réintégrer la société civile? En fait, qui sont irrécupérables? Est-ce que vous avez vu des gens, non, vous savez, il n'y a pas qui sont de trop gens irrécupérables. C'est un mot qu'il faut bannir parce que ça veut dire quoi? Qu'on doit manipuler les gens pour les récupérer. La réponse est non. Donc, irrécupérable n'existe pas dans mon chef. Point. Deuxièmement, en ce qui, donc, si des gens qui ne peuvent pas être réinsérés, il faut d'abord qu'ils aient été insérés dans la société, ce qui généralement, je viens de vous le dire, n'est pas le cas, puisque souvent, ce sont des gens qui vivent un peu en marge de la société, dans leur clan propre. Avec toutes ces émissions, vous avez fait combien de temps d'ailleurs de striptease, l'émission striptease qui vous ont suivi? Ça a duré combien de temps environ? Striptease, le tournage. Pour vous, hein? Pour moi, 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, vous ont suivi. Oui. Est-ce que vous avez vu une différence de notoriété dans la rue? Est-ce que, après cette émission, à l'époque, les gens vous arrêtaient? Ou même des suspects qui arrivent et qui vous connaissaient? Les gens se ruent sur moi, ils m'arrachent, ils me tuent. Mais non. Mais il y a souvent des gens, et paradoxalement, beaucoup de femmes, d'une quarantaine d'années, ou des jeunes, etc., qui s'arrêtent pour me dire « Ah, bravo, vous au moins, etc., etc. » Elles envient... mettons cette espèce d'autorité qui s'attache plus au métier qu'à moi, hein, mais cette espèce d'autorité. Et puis moi, je suis contente pour les clients. Quand les clients viennent devant moi aujourd'hui, c'est marrant, l'autre jour, ça m'est arrivé, les policiers qui amènent 2 clients et qui laissent passer le premier, disent « Madame, celui-ci est fan de vous ». Ils vous reconnaissent alors que vous allez les juger et les envoyer en prison? Non, pas du tout. Ils me connaissent parce que je parais sur le poste et qu'ils savent qu'ils vont voir la madame qu'ils ont vue sur la télévision en vrai. Oui, c'est ça. Dans des mais nouveaux vous allez les clients. juger, là. Ouais. Quoi? Vous allez les juger. Enfin, vous allez... Ah non, le juge d'instruction ne juge pas. Non, vous allez les écouter et... Ah oui, tout à fait. Et demander... Prendre une décision. Prendre une décision. Oui. Donc vous pouvez quand même les mettre sous mandat d'arrêt. Oui, tout à fait. Donc c'est vous qui les envoyez en prison. Oui, tout à fait. Quand même. Donc ils vous ont vu à la télé, mais ils sont quand même contents de vous voir. Ah, mais ils sont impressionnés. Ben, évidemment. Ils sont impressionnés. Je suis pas une inconnue. Et vous savez, il y a beaucoup d'excitation dans le fait de commettre un délit. Ça excite. Ça fait marcher vos hormones. Dans le fait d'être pris, ça excite aussi. Puis vous passez au poste. Ça, c'est un peu la descente aux enfers. Et puis, vous allez devoir passer devant le juge d'instruction. Vous l'avez vu à la télévision. Vous avez pu vous faire une idée d'elle. Et votre niveau de stress dépend de ça. Est-ce que c'était compatible, votre métier, avec une vie de famille? Oui, pourquoi pas. J'ai plein de collègues qui ont une vie de famille normale, hein. Parce que vous disiez, j'ai eu un mari, mais ça ne m'a pas plu. Ben, j'ai eu, il y a très longtemps, un mari. C'est pas que ça m'a pas plu, c'est que ça m'a ennuyé. Donc j'ai foutu le camp. Faut jamais hésiter. Quand on s'ennuie quelque part, c'est pas nécessairement la faute de l'autre, hein. J'ai pas dit qu'il était ennuyeux. J'ai dit, je me suis ennuyé. C'est la faute de personne. Et moi, quand je m'ennuie, je m'en vais. C'est dit, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu d'enfant aussi. Ah oui, mais ça, c'est le rapport au risque que l'on court. J'ai observé que les gens qui avaient des enfants étaient beaucoup plus craintifs que ceux qui n'en avaient pas. Craintifs pour leurs enfants, craintifs de perdre leur boulot pour plus payer... Non, les deux, l'ensemble, ouais, etc. l'ensemble. Mais oui, vous avez... Bon, on a plus peur. Quoi? On a plus peur. Quand on est parent, on a peur. Ah, mais ça... En soi, parce qu'on se dit, si on part, qu'est-ce qu'on fait, évidemment. Si je reçois une menace, c'est sûr que j'aurai tout de suite peur pour le gosse, hein. Et peur de perdre le boulot. Moi, j'ai jamais eu peur ni de perdre le boulot, ni de recevoir une menace, ni de rien du tout. Puis la seule peur que j'aurais, c'est pour moi. Or, moi, j'ai pas peur. Est-ce que vous trouvez que la société est plus violente aujourd'hui qu'il y a 30 ans? On a toujours dit ça. Et ça n'est pas nécessairement plus vrai aujourd'hui qu'il y a 100 ans. À l'époque, Jack l'Éventreur, je sais qu'il y avait même une ville comme Paris, comme Londres. On avait, je crois,
5% de chance de survie si on a traversé la nuit dans certains quartiers entre minuit et 4 heures du matin, quoi. Il y avait une chance, enfin, c'était inouï. On se faisait tuer pour 3 pièces à l'époque. C'était très, très dangereux. Aujourd'hui encore, hein. Aujourd'hui encore, mais évidemment. Pour 3 pièces. Ouais, c'est triste, hein. Mais non, c'est je voulais avoir votre avis, vous, si vous avez vu que la violence ou le type de violence avait changé ou évolué. C'était intéressant quand vous étiez au contact, entre guillemets, des tueurs. Vous avez peut-être vu la différence. Voilà. Ce qu'on retient du passé, ce sont les gros violents, les gros mafieux. Ce sont les noms qu'on retient, la bande à Bono, etc. Aujourd'hui, vous avez les dealers. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, pour terminer? Moi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, qu'on retienne que j'ai existé? Merci beaucoup, De rien. Anne, d'être venue jusqu'à nous, après cette carrière hyper intéressante, juge d'instruction, nous expliquer un peu ce que c'est vécu au quotidien. C'est hyper intéressant. Puis on a peut-être vu Striptease, peut-être que certains d'entre vous ont regardé Striptease à l'époque, c'était une émission donc très longue, et donc vous avez découvert là-dedans. C'était intéressant d'avoir votre vision et voilà, votre point de vue, votre voilà, façon de penser de l'intérieur, et comme ça on a pu comprendre. C'est assez étonnant quand vous êtes détaché des histoires que vous avez vécues. Ce que je retiens de l'émission, je me dis, tiens, vous avez un recul. Je suis une bonne psychopathe. D'accord. Merci beaucoup d'avoir fait l'aller-retour de Belgique. Merci à tout le monde d'avoir suivi l'émission. Merci à vous tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à mettre la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties. On vous met 3 interviews par semaine, tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Des interviews, des documentaires aussi sur la chaîne. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois en plus sur notre chaîne YouTube. Et en podcast audio aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, on est les premiers podcasts de France au jour du tournage. Donc merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à nous écouter quand vous êtes sur la route. Si vous êtes en train de faire du sport aussi, on essaie de vous proposer des profils différents avec des invités extraordinaires qui ont des vies incroyables. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de personnes à recevoir ici. Vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs si vous voulez venir. Je vous mettrai le mail qui s'affiche à l'image, c'est contact@legendegroup.fr et vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez votre numéro de téléphone, quelques anecdotes et puis vous serez les bienvenus ici sur le siège aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Je vous embrasse. On se retrouve très vite sur Légendes. Ciao tout le monde.